a priori quand même, la victime ne devait pas être debout, puisque si elle est debout, on a un t-shirt qui va tomber normalement, et on n'aurait pas un orifice d'entrée thoracique. C'est vraiment compatible avec le fait que la victime soit couchée lors du coup de feu. Entrée sur le territoire très protégé de l'Institut national de police scientifique de Lyon. Bonjour. Bonjour. De Chambéry. Chambéry. L'INPS, c'est un peu comme une chambre forte. Pour avoir le droit d'y pénétrer, alors suivez-moi. Il faut d'abord montrer patte blanche. Donc on va procéder à votre prélèvement salivaire donc pour pouvoir établir votre profil génétique puisqu'on est des potentiels contaminants. La contamination, c'est une véritable obsession. Un peu comme sur une scène de crime, la priorité ici est à l'enquête. Un postillon suffirait à polluer une pièce à conviction. Pour ne pas entraver le cours de la justice, nous voilà donc fichés. Ouvrez la bouche, donc en frottant l'intérieur de votre joue, je vais prélever des cellules avec ADN, avec des noyaux. Alors ce papier, comme c'est un papier buvard, dès que je vais poser votre salive dans laquelle se trouvent des cellules, il va capter nos cellules et va faire éclater la cellule, mais garder le noyau où se trouve l'ADN. L'ADN, c'est le Graal que tous les enquêteurs espèrent décrocher. 17 000 profils sont analysés chaque mois dans ce laboratoire. Ce policier de Chambéry est venu lui-même déposer les pièces à conviction de son enquête. Donc vous avez appelé hier l'ingénieur, oui. C'est ça? Possibilité en urgence, c'est un vol à main armée assez important. Donc c'est vous l'enquêteur? Oui, c'est moi. L'enquêteur espère mettre la main sur les auteurs d'un vol à main armée, commis la veille au soir dans un magasin. Ils étaient 3. Et ils sont changés, ils avaient des vêtements donc bien à part avec des cagoules, des blousons et des survêtements. Ils sont changés dans une rue à côté. Donc on a récupéré tous les vêtements et on espère retrouver de l'ADN. S'il n'y a pas l'ADN, à mon avis, c'est cuit. On travaille les 3/4 du temps maintenant, on travaille avec l'ADN. Les empreintes éventuellement. On attend le coup de fil impatiemment parce que c'est lui qui va donner la réponse à notre affaire pour interpeller ces individus. Ce matin, Émilie a une autre urgence sur le feu. Un trafic de stupéfiants. Des scellés sont arrivés par transporteur. Ils contiennent des éléments de l'enquête, systématiquement enregistrés, tracés, puis dispatchés entre les différents services. On a une serviette, on a un sac plastique, et puis on a des sachets contenant de la poudre blanche. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, donc ça passe. Et les sections, en fait, ça va passer en biologie, en stupéfiants, pour analyser le produit, et aux traces et empreintes. Nous allons suivre le chemin de ces 3 scellés. Des sachets de ce qui semble être de la cocaïne ont été retrouvés dans un squat, emballés dans un sac poubelle et une serviette de bain. Le temps est compté. Un suspect est en garde à vue. Les enquêteurs ont donc 48 heures pour obtenir des preuves. Ah. Ok. Le 25, il est là. C'était le scellé 25. Donc voilà, là on va regarder s'il y a des empreintes là-dessus. Hein. Les empreintes papillaires, disons les empreintes digitales, sont les lignes en relief des doigts jusqu'à la paume. Après, faut que je regarde de Pour les près révéler, si, l'expert plonge les pièces à conviction dans cette cuve qui diffuse de la glu chauffée au bain-marie et les empreintes apparaissent en blanc. Anne-Françoise Admont, experte en recherche d'empreintes, se concentre sur le premier scellé de notre affaire, le sac poubelle dans lequel ont été retrouvés les sachets de poudre. C'est une lampe spécifique qui va nous permettre de détecter les traces papillaires sous luminescence. On a des traces qui ont été révélées. On en a également ici. On voit que ça a été manipulé. Les premières analyses sont encourageantes. Reste à trouver une empreinte identifiable. Il va falloir la photographier, celle-ci, parce qu'on pourrait penser qu'elle est exploitable. Hein. Très belle trace. La photographie est bien réussie,
Et on observe ici des dessins, des lignes bien nettes, bien arrêtées. Ces dessins sont uniques et propres à chaque individu. Anne-Françoise repère les défauts, les imperfections de lignes, appelées aussi des caractéristiques. Une crête à gauche, ici, je monte, celle-ci qui s'arrête, j'ai mis mon point caractéristique. Ensuite, 1, 2, 3, quatrième à droite, j'ai ma bifurcation. 1, 2, troisième à droite, j'ai aussi une bifurcation. Maintenant, pour permettre une identification formelle, ce serait 12 points caractéristiques. Entre 8 et 11 points, on établit une présomption d'identité. Et de 12, l'empreinte peut maintenant être envoyée au fichier national automatisé des empreintes digitales. Si l'individu est déjà fiché, il sera retrouvé en moins de 3 heures. Mais pas question de perdre du temps. Le sac poubelle est attendu en section biologie pour un prélèvement ADN. Là, je regarde si ma collègue des empreintes aurait matérialisé une trace papillaire exploitable. Effectivement, il y en a une ici. Elle me l'a matérialisée par une flèche. J'humidifie avec du sérum physiologique mon écouvillon pour pouvoir mieux récupérer les cellules. En fait de cellules, Virginie traque les squames, les pellicules de peau morte que tout individu dépose en touchant un objet. Même les sachets de poudre blanche y passent. Mais cette fois, les empreintes ne sont pas visibles à l'œil nu. Pour débusquer l'ADN, il faut procéder à l'aveugle et faire preuve d'esprit de déduction. Là, le plastique a été tenu de ces deux côtés pour que le nœud se fasse. Donc, je vais faire la zone autour du nœud. C'est toute la différence avec un laboratoire de biologie médicale. Ici, le chef de la section exige de ses techniciens une démarche d'investigation. Parfois, on s'aide évidemment du contexte de l'affaire, suivant par exemple une vidéosurveillance, suivant des déclarations des victimes, de dire le suspect tenait l'arme de telle manière, tenait l'objet de telle manière. C'est vraiment le cœur de la criminalistique. Reconstituer les faits grâce aux éléments infimes que chacun de nous transporte est un concept bien français. Il a été pensé au siècle dernier par un médecin lyonnais, Edmond Locard. Le principe en est simple. Quand un malfaiteur agit quelque part, il va laisser sur les lieux de son passage ou sur sa victime des traces de sa venue. Et lorsqu'il va repartir, tout aussi naturellement, il va emporter avec lui des éléments qui viennent des lieux de son passage à l'acte. C'est l'échange qui est à la base de la police scientifique. Et c'est grâce à ce transfert de matière qu'un individu a laissé une empreinte sur notre sac poubelle. C'est maintenant à Claire Chantrel, experte en profilage génétique, que revient la tâche d'extraire un ADN si ADN il y a, car les quantités prélevées sont infimes. Il faut à peu près 1,5 nanogramme d'ADN pour obtenir un profil génétique exploitable, ce qui correspond environ à une centaine de cellules. On en a beaucoup plus dans un crachat, dans un écouvillon de salive, on en a beaucoup plus au niveau des globules blancs dans une tache de sang. Il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ce qu'on est susceptible de laisser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont laisser beaucoup de cellules, qui vont desquamer beaucoup, et des gens qui vont desquamer très peu. L'empreinte est pauvre en cellules, mais les techniques se sont améliorées et rares sont les traces qui résistent à ces experts. C'était un prélèvement de contact. Voilà, emballage. Emballage, très bien. Emballage, voilà. On peut, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. On aura un profil. On aura voilà, un profil. Voilà. En 2 heures à peine, un profil génétique a été analysé sur le sac poubelle. Il s'agit maintenant de l'identifier. Claire l'envoie immédiatement au FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. D'après les informations qu'on a pu avoir, l'individu a déjà été signalisé, donc il y a de fortes probabilités qu'il soit déjà connu au FNAEG. Donc nous, on va transmettre notre trace au fichier. La trace sera comparée à plus de 2,5 millions d'individus que compte la base du FNAEG. Si le propriétaire de cet ADN a déjà commis une infraction, il y a des chances de retrouver son identité dans le fichier. 1 heure plus tard, le FNAEG
envoie sa réponse. Et bien ça colle. C'est bien ça. Ils vont être contents. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir faire le rapport d'analyse et puis l'envoyer pour que ce soit joint à la procédure. L'ADN retrouvé sur le sac poubelle a bien été reconnu, c'est irréfutable. Ce qui l'est moins, c'est l'interprétation qui peut en être faite. C'est pas parce que vous trouvez le profil de quelqu'un, en particulier une trace de contact, que ça l'incrimine au niveau de l'infraction. L'enquêteur va avoir tendance, quand ça l'arrange, à dire ça vient dans ma logique, je pensais que c'était monsieur machin, le scientifique me dit monsieur machin a touché l'objet et d'arrêter les investigations. Alors qu'il doit ajouter au nom, c'est-à-dire monsieur Dupont a touché l'objet, le contexte. Et le contexte, c'est de l'enquête. Il arrive pourtant que l'ADN ne corresponde à aucun individu fiché. La trace reste alors inconnue et les enquêteurs s'enlisent. C'est là que François-Xavier Laurent entre en scène. Ce docteur en génétique reprend les analyses sur l'ADN, mais cette fois en se focalisant sur une protéine, la mélanine, responsable de la coloration de la peau par exemple. On va analyser des caractéristiques très particulières et s'y déterminer le pourcentage de mélanine que les gens produisent et donc en déduire la coloration des yeux, des cheveux et de la peau. Il est donc possible de dresser un portrait robot génétique d'après une seule trace ADN. La technique est opérationnelle depuis février 2015 seulement. Nous l'avons testée en donnant notre ADN prélevé lors de notre entrée à l'INPS. Donc là, on voit que l'individu qu'on a testé a une couleur de cheveux foncée, plutôt noire, plutôt brune, et des couleurs d'yeux plutôt bleues, plutôt claires. Et donc à ce moment-là, le portrait robot génétique qu'on peut établir, c'est une personne avec des yeux bleus, des cheveux foncés tendance brun-noir et une origine biogéographique européenne. Pour le futur, on estime qu'on pourra donner la présence ou non de calvitie chez l'homme, la présence de taches de rousseur, la couleur de la peau, et dans un futur peut-être plus lointain, pourquoi pas la taille ou la corpulence. Il traque l'ADN, les empreintes digitales, la moindre parcelle de matière déposée là. Mais les criminels laissent aussi derrière eux des traces beaucoup plus subtiles. On va placer l'arme entre des tissus qui vont venir capter les odeurs. Dans l'hypothèse où l'auteur aurait tenu l'arme dans la main, on va laisser les tissus s'imprégner pendant au minimum 1 heure. Donc on va en fait faire comme une sorte de papillote. Le seul contact de la peau sur l'objet suffit à laisser une odeur. Elle est ensuite piégée dans ce bocal stérile. Et viendra compléter une collection unique en France. Voici l'Odorothèque. Plus de 9000 odeurs y sont archivées. Ces tissus contiennent en fait les odeurs qui sont prélevées aussi bien sur des personnes, mais également aussi sur des objets qui ont pu être prélevés, que ce soit des armes ou des objets de la vie courante. Le tissu, lui, il a les propriétés de retenir, de conserver, mais aussi de restituer jusqu'à 10 ans les odeurs retenues dans ce tissu-là et les molécules odorantes notamment. Vincent choisit 5 odeurs appartenant toutes à un individu particulier. Parmi elles, celles prélevées sur l'arme du présumé criminel. Aux experts d'analyser maintenant ces traces odorantes, mais cette fois, pas de blouse blanche. Qui sont spécialisés dans la recherche d'identification d'odeurs, notamment humaines. Apporte, assis. On fait sentir une odeur à un chien, puis il dit oui, c'est bien l'odeur de cette personne-là, et en plus, c'est bien Robert que je viens de retrouver. Il l'identifie. Démonstration. Voici notre experte, Diva, le vétéran du groupe. Ça va, c'est préparé? Ouais. Tout est en ordre. Sa mission, sentir les 5 odeurs posées sur cette ligne. Parmi elles, se trouve celle qui a été prélevée sur l'arme du crime. De leur côté, les enquêteurs ont fait malaxer au suspect un tissu pendant 5 minutes. L'odeur du présumé coupable est-elle identique à celle de l'arme? Diva devra le prouver. Le chien se trompe malheureusement jamais. Lui, il n'a pas d'état d'âme, donc en fait, il répond ou pas à la question y a-t-il, n'y a-t-il pas d'odeur? Tout simplement quoi. Et s'il y a, est-ce qu'elle correspond effectivement
à l'odeur que l'on m'a donnée en mémorisation au départ de ma séance, quoi. Pour que l'odeur soit validée, un deuxième essai est effectué en changeant l'ordre des bocaux. Chaque parade d'identification est filmée et exploitée au tribunal, au même titre qu'une expertise scientifique. Voilà 10 ans que ces chiens aident les enquêteurs à identifier des suspects grâce à cette méthode. Et elle est infaillible. À 2 pas de là, l'enquête avance sur les sachets de poudre blanche retrouvés dans un squat. Un ADN a été retrouvé sur le sachet. Le voici maintenant dans la chambre forte de la section stupéfiants. Des plaquettes encore. Ça, c'est la résine de cannabis sous forme de plaquettes. Donc là, c'est souvent des grosses saisies. Là, par exemple, les sacs qui sont là, tout ça, c'est de la résine. Toutes ces drogues ont été saisies par des enquêteurs dans la rue ou dans les aéroports, comme ces ovules de cocaïne que des mules avalent pour passer les frontières. La personne va transporter comme ça des ovules et peut en transporter jusqu'à 100 à peu près. Donc ce qui représente à peu près 1 kg de poudre dans son corps. Il y a des risques puisqu'il suffit que vous avez la moindre fissure parce que l'emballage qui est fait autour de la poudre est mal fait. Et sachant que la cocaïne, vous avez une overdose, il n'y a pas de possibilité de se soigner. Hein. Donc à ce moment-là, la personne va décéder. Chaque lot est analysé pour être certain qu'il s'agit bien d'un produit stupéfiant. Nos sachets pourraient contenir du sucre ou de la farine. Pour le savoir, il faut la placer dans cette machine, le chromatographe. C'est un peu la bête noire du trafiquant. Il voit tout, le principe actif, les produits de coupage, même les poussières. J'ai des informations sur la structure du produit. Et donc déjà, rien que visuellement avec l'expérience qu'on a, je suis capable de dire que c'est de la cocaïne. Après, ce que je peux voir aussi, c'est qu'il y a d'autres produits qui sont présents. On a de la caféine. Donc c'est un produit de coupage qu'on rencontre en fait de temps en temps dans la cocaïne. Et là, ce que j'ai aussi, ce qu'on voit ici, c'est de l'hydroxyzine. Donc ça, c'est un antihistaminique, c'est pour les allergies. C'est un produit qu'on rencontre de temps en temps. Tout est bon pour couper et rallonger la drogue. Ce laboratoire est un véritable poste d'observation sur l'état des drogues qui circulent en France. Son rôle est d'ailleurs d'alerter les autorités, comme il l'a fait pour la résine de cannabis. Le principe actif, le THC, est dosé à 20% dans ces plaquettes aujourd'hui. Il n'était que de 6% dans les années 90. Ces informations-là, on les donne aussi au ministère de la Santé, à l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Qu'est-ce qui circule en France pour 1 an et surtout comment ça a pu évoluer depuis 10-15 ans. Mais revenons à nos sachets de cocaïne. Ils recèlent des informations très précieuses pour les enquêteurs. Tout est là, dans ce spectrogramme. Chaque pic correspond à un ingrédient utilisé pour fabriquer ce lot. Donc suivant ce que les gens vont utiliser comme solvant pour extraire la cocaïne, suivant les processus qu'ils ont employés pour purifier la cocaïne, les impuretés qu'on obtient à la fin sont différentes. À la fois parce qu'on ne retrouve pas les mêmes, mais même si on retrouve les mêmes, elles ne sont pas dans les mêmes proportions. Voici donc la signature chimique d'un lot de fabrication. Fabrice compare nos sachets de cocaïne à d'autres échantillons que le laboratoire a déjà analysés. Un bref examen permet d'établir des concordances très intéressantes avec des doses saisies à l'autre bout de la France. Ça veut dire que ces 2 échantillons étaient les mêmes auparavant. C'est qu'à un moment donné, ils étaient ensemble et quelqu'un les a divisés en 2. Après, à l'enquêteur déterminer à quel moment ça s'est passé. Voilà, les sachets de cocaïne ont ainsi aidé les enquêteurs à cibler un réseau. Quant à l'ADN relevé sur le sac poubelle, il a permis d'identifier un suspect. L'affaire suit son cours. 80 mm du mamelon gauche. Nature de l'infraction, 2 points assassinat. À la ligne affaire, 2 points contre X. À la ligne, la victime sortait de chez elle. Point. À la ligne, il y aurait eu une bagarre avec un individu. La victime aurait été atteinte par un tir par arme à feu. Point. Les homicides par arme à feu. Alain Miraz en a fait sa spécialité. Ce médecin légiste a troqué les salles d'autopsie pour les salles d'armes et s'est taillé un métier sur mesure, expert en balistique lésionnelle. Caractéristiques, 2 points. À la ligne, plaie arrondie.
À la ligne, les bords sont parcheminés. À la Sa ligne, mission, dermabrasion éplucher le périphérique rapport d'autopsie, les photos, les verticale de témoignages 22 par 25 et répondre à une question. La À la ligne, victime présence de a-t-elle été dépôts noirâtres exécutée à bout en portant, regard de la comme dermabrasion. certains témoins l'affirment? Ce qui me plaît, c'est d'arriver à trouver ce qui s'est passé vraiment. Et c'est là où c'est intéressant sur le plan intellectuel, c'est d'arriver à décortiquer tous les petits indices que l'on peut récupérer, parfois même des choses anodines, hein, sur des photographies que l'on peut avoir qui sont prises par les enquêteurs. Et tout le travail après, c'est d'arriver à le prouver. Et c'est ça qui est intéressant. Le travail se fait en binôme. Il y a d'un côté l'enquête balistique, de l'autre l'enquête médicale. Le responsable de la section a récupéré les photos de la douille retrouvées sur la scène de crime. L'étui, c'est ça, c'est du 7,65 mm Browning et c'est tiré dans un rubis. Voilà. On n'a pas d'arme, mais on l'a identifié à partir des empreintes balistiques que l'on a observées sur l'étui. Voilà. L'Agdar Attar doit reproduire les conditions exactes du tir. Pour cela, il lui faut le même type d'armes et de balles. Voici la salle de référence, appelée aussi le musée. Et pour cause, 4600 armes y sont référencées. C'est toutes des armes réelles, toutes ces armes ont existé dans l'histoire, elles ont toutes été placées sous scellé. L'objectif, c'est d'avoir un modèle de chaque type d'arme. Cette collection est unique en France et chaque pièce raconte une histoire, comme ces stylos-pistolets. Pour faire feu, il existe donc un dispositif de mise à feu, ce levier. Lorsque l'on décroche le levier, le coup de feu est provoqué. Une personne a été tuée à l'aide de cette arme à feu. Ou encore ces cannes, tout droit sorties d'un film d'espionnage. Lorsque l'on décroche la canne, on va retrouver une chambre de tir, donc on va insérer une cartouche. On va ensuite verrouiller la carabine, et là se trouve caché sous la poignée une queue de détente. Donc je presse sur la queue de détente, le coup de feu est provoqué. Pendant ce temps, le docteur Miraz fait parler les indices, notamment le t-shirt de la victime, maculé de sang. On va essayer de trouver des résidus de poudre éventuels, sachant que il est pris en charge par les secours, par le SMUR, que le t-shirt a été bougé, mobilisé, qu'il y a eu beaucoup de sang comme vous pouvez le voir. Au lieu de résidus de poudre, le médecin repère un trou qui pourrait correspondre à l'entrée du projectile. On met en évidence un orifice localisé au niveau de la face antérieure gauche dans la partie inférieure du t-shirt. Point. Étrange, l'impact est situé sur le bas du t-shirt. L'homme a pourtant été tué d'une balle en plein cœur. 110 mm. Si ça ne correspond pas à la région cardiaque, c'est que lors du coup de feu, en tous les cas, le t-shirt devait être au moins relevé pour qu'avec un orifice bas situé, on ait en fait une lésion cardiaque à ce niveau-là. A priori, quand même, la victime ne devait pas être debout, puisque si elle est debout, on a un t-shirt qui va tomber normalement et on n'aurait pas un orifice d'entrée thoracique. C'est vraiment compatible avec le fait que la victime soit couchée lors du coup de feu. Au balisticien maintenant de donner son avis. Il s'intéresse surtout aux résidus de poudre qu'il observe au microscope. Ce sont de bons indices pour estimer la distance de tir. Plus l'arme est proche du corps, plus elle projette des traces de poudre. Tiens, là, juste sur le bord supérieur de l'orifice. Là, juste, elle ne bouge pas, j'ai fait un zoom. Pas le moindre grain de poudre, mais un détail attire leur attention. Y a pas de... Toutes les petites fibres que l'on voit ici, il n'y en a aucune qui est brûlée. Quand on est très près, ces fibres sont recroquevillées. Donc on a quand même une certaine distance. Une distance qui est en tout cas suffisamment importante pour qu'il n'y ait pas de chaleur qui brûle les fibres. Toute l'originalité de la balistique lésionnelle est là, dans l'association d'un médecin et d'un balisticien. C'est ce double regard qui réduit la marge d'erreur. Au début, j'ai fait beaucoup d'autopsies, c'est sûr, classiques et balistiques. Et puis, on s'est rendu compte qu'on arrivait à avoir des fausses interprétations sur des positions des personnes lors des tirs. Donc, on a commencé à se rapprocher des balisticiens et on a commencé à travailler ensemble. Et c'est comme ça que ça nous a plu, parce qu'il n'y a que quand on est tous les deux qu'on arrive à trouver la solution. Donc, on va faire des tirs avec cette arme, d'accord de 0 à 50 cm tous les 10 cm. Okay. Place maintenant à la pratique. On va prendre le même Pour savoir à quelle distance exacte le criminel se trouvait, il faut expérimenter différentes distances de tir. Objectif,
obtenir le même résultat que sur le t-shirt. Alors, ce premier, on voit que les berges sont éclatées et puis on voit bien que c'est tout noir et brûlé sur la partie périphérique. Deuxième essai à 10 cm de la cible. Mais oui, on voit déjà toute la poudre autour. Et ça, on l'a pas sur le t-shirt. Va. Go. Voilà. Il y a encore des grains de poudre en périphérie. Il n'y a pratiquement plus de fumée, mais on voit des grains de poudre. Enfin, on va avoir 50 cm. Avance, 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 avance. Le feutre. Top. Il y a des tout petits grains superficiels, quoi. Voilà. On voit bien que plus la distance de tir augmente, la distance entre le canon et l'écran augmente, et moins on observera de grains de poudre et de dépôts de fumée sur l'écran. Donc si on nous pose la question en cours d'assises de savoir si c'est un tir à 0, 10 ou 20, on va dire non. Si c'est un tir à 60 cm, on va dire oui, c'est bien sûr possible. Et si c'est un tir entre 30 et 50 cm, on va dire qu'on ne peut pas l'éliminer et que ça peut être compatible. La victime n'a donc pas été tuée à bout touchant. La démonstration va à l'encontre de la déposition des témoins. Les conclusions de l'expertise seront envoyées aux enquêteurs, à eux d'en faire bon usage.